Le 19 septembre 1356, dans les plaines au sud de Poitiers, Jean II de France se retrouve dans la pire situation qu'un roi puisse affronter. Son armée 3 fois plus nombreuse que celle des Anglais vient de se désintégrer sous ses yeux. Les nobles français ont fui le champ de bataille comme des voleurs surpris en plein délit. Le dauphin Charles, ses 2 frères et des centaines de chevaliers ont abandonné leur souverain pour sauver leur propre peau. Seul reste à ses côtés son fils de 14 ans, Philippe, qui hurle désespérément « Père, gardez-vous à droite! Père, gardez-vous à gauche !» Jean II refuse de fuir. Il combat à pied, entouré de quelques fidèles qui tombent un à un. Son armure pèse lourd, sa respiration devient difficile, mais il continue de frapper. Les Anglais ne le reconnaissent pas immédiatement car il porte le même tabard que plusieurs autres chevaliers. Cette ruse n'est pas dictée par la lâcheté, mais par le pragmatisme. Un roi ne doit pas être trop visible sur le champ de bataille. Pourtant, Denis de Morbecque, un chevalier français passé au service d'Édouard III, finit par l'identifier. La capture est presque douce comparée au massacre qui aurait pu suivre. Le roi vaut infiniment plus vivant que mort. Ce jour-là, Jean II devient le 2e roi de France fait prisonnier sur un champ de bataille après Louis IX à la Mansoura, en 1250. Mais contrairement à son prédécesseur, la capture de Jean II survient dans des circonstances bien plus dévastatrices pour le royaume. La France traverse déjà une crise profonde. La peste noire a tué 1/3 de la population 10 ans plus tôt. Les récoltes sont mauvaises. La monnaie a été dévaluée 85 fois entre 1337 et 1360. Le peuple meurt de faim pendant que les nobles s'entretuent pour des questions d'honneur. La bataille de Poitiers elle-même résulte d'une série d'erreurs tactiques monumentales. Jean II, convaincu que la défaite de Crécy en 1346 était due à la cavalerie française chargée trop tôt, ordonne à ses chevaliers de combattre à pied. Cette décision transforme des guerriers mobiles en cibles faciles. Les chevaliers français, alourdis par leurs armures, avancent péniblement vers les positions anglaises pendant que les archers du prince noir les criblent de flèches. Avant même que le combat rapproché ne commence, des centaines d'hommes sont déjà tombés. Le roi avait pourtant aligné entre 15 000 et 16 000 hommes contre 7 000 Anglais et Gascons. Cette supériorité numérique aurait dû garantir la victoire. Mais Jean II commet une erreur fatale en organisant son armée en 4 batailles successives plutôt qu'en un seul bloc compact. Cette formation expose chaque groupe à être attaqué isolément. Quand la première vague est massacrée par les archers anglais, la deuxième hésite, puis recule, puis fuit. La troisième et la quatrième suivent le mouvement. Les nobles français ont le droit légal de se retirer d'une bataille jugée perdue. Une ordonnance de 1351 le leur permet officiellement pour éviter d'être capturés et de payer des rançons ruineuses. Ce droit, censé être exercé avec ordre et dignité, se transforme ce jour-là en débandade humiliante. Le désastre est total. 8000 Français meurent sur le champ de bataille. Parmi les victimes, on compte 17 comtes, une soixantaine de barons et un archevêque. Le connétable Gauthier de Brienne et le maréchal de Clermont périssent en menant une charge désespérée. Du côté anglais, les pertes s'élèvent à seulement 340 hommes, dont 150 archers. Cette disproportion révèle l'ampleur du carnage. Le prince noir, fils d'Édouard III, a même ordonné le massacre des soldats français blessés qui ne pouvaient pas payer de rançon, une violation flagrante des règles de la chevalerie qui le hantera selon les légendes. Quand la nouvelle atteint Paris, la stupéfaction laisse place à la rage. Le peuple ne peut pas croire que la défaite soit simplement due à la supériorité tactique anglaise. Il accuse la noblesse de trahison et de lâcheté. Comment des hommes qui se targuent d'honneur et de bravoure peuvent-ils abandonner leur roi et fuir comme des lapins? Les mots « honneur » et « noblesse » deviennent des insultes dans la bouche des Parisiens. Certains nobles qui rentrent dans leur domaine échappent de justesse à être déchiquetés par des paysans furieux, même ceux qui reviennent en liberté conditionnelle pour rassembler leurs propres rançons. Jean II, lui, est emmené à Bordeaux, puis transféré en Angleterre en avril 1357. Il ne reviendra en France que 4 ans plus tard, et encore, pour peu de temps. La captivité de Jean II en Angleterre n'a rien d'un cachot sombre et humide.
Édouard III sait parfaitement que son prisonnier vaut son pesant d'or, littéralement. Le roi français est d'abord logé à l'hôtel de Savoie, la résidence des ducs de Lancastre à Londres, l'un des palais les plus luxueux d'Angleterre. Il y dispose de ses appartements, de serviteurs, de cuisiniers. Il peut circuler librement en Angleterre, chasser, participer à des tournois, organiser des banquets. Plusieurs centaines de personnes l'accompagnent, des proches capturés avec lui à Poitiers ou d'autres venus volontairement de France pour l'entourer. Cette captivité dorée coûte une fortune à la France. Chaque jour passé par le roi en Angleterre alourdit la dette. Mais le véritable problème n'est pas le confort du roi, c'est le montant astronomique qu'Édouard III exige pour sa libération. Le roi anglais demande initialement 4 millions d'écus d'or, soit environ 15 tonnes d'or pur. Pour mettre ce chiffre en perspective, cette somme représente 2 années complètes de toutes les recettes fiscales du royaume de France. C'est 20 fois la rançon demandée pour Charles de Blois quelques années plus tôt. C'est une somme que personne ne peut raisonnablement espérer réunir. Édouard III ne se contente pas de la rançon. En janvier 1358, Jean II signe depuis sa prison le premier traité de Londres qui prévoit non seulement ses 4 millions d'écus, mais aussi la cession à l'Angleterre de toutes les anciennes possessions féodales du duché d'Aquitaine, soit près de la moitié du royaume de France. Le roi d'Angleterre recouvrerait ainsi Calais, la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, la Saintonge, le Périgord, l'Agenais, le Quercy, le Rouergue et les comtés de Bigorre et de Gorre. C'est un retour pur et simple à la situation d'avant Philippe Auguste, effaçant 150 ans d'expansion du domaine royal. À Paris, le dauphin Charles refuse catégoriquement. À 18 ans, il vient de reprendre le contrôle de la capitale après des mois de chaos. Il n'a pas l'intention de céder la moitié du royaume pour sauver un père qui s'est fait capturer par sa propre incompétence. Les États généraux, réunis pour examiner le traité, le jugent ni passable ni faisable. Cette formule diplomatique masque à peine leur indignation. Le peuple français refuse d'être vendu comme du bétail pour racheter un roi qu'il a déjà trahi sur le champ de bataille. Jean II, furieux de voir son fils lui désobéir, signe un second traité en mars 1359, encore plus désastreux que le premier. Cette fois, il cède également la Touraine, l'Anjou, le Maine et la Normandie. En gros, tout le nord et l'ouest de la France deviendraient anglais. Édouard III n'aurait même plus besoin de faire la guerre, il recevrait la moitié du royaume sur un plateau d'argent. Le dauphin Charles rejette ce traité avec encore plus de vigueur. Il convoque les États généraux qui dénoncent officiellement les accords de Londres. Édouard III riposte en débarquant à Calais avec une armée en octobre 1359. Il traverse la Champagne et la Bourgogne, pillant et brûlant tout sur son passage. Son objectif est double, terroriser les Français pour les forcer à accepter le traité et se faire couronner roi de France à Reims. Mais la situation tourne mal pour lui. Les Français appliquent la tactique de la terre brûlée, vidant les villages et les châteaux de toute nourriture et fourrage avant l'arrivée des Anglais. L'armée d'Édouard III erre dans une campagne déserte, affamée, épuisée. En mars 1360, un terrible orage de grêle s'abat sur ses troupes près de Chartres, tuant des centaines d'hommes et de chevaux. Les Anglais y voient un signe divin. Édouard III apprend aussi que des marins normands ont attaqué et pillé le port de Winchelsea en Angleterre, semant la panique. Son rêve d'être sacré roi de France s'évanouit. Il accepte de négocier. Le 8 mai 1360, les préliminaires de paix sont signés à Brétigny, un hameau près de Chartres. La rançon est ramenée à 3 millions d'écus d'or, soit environ 12 tonnes et demie d'or pur. Les Français cèdent en pleine souveraineté, sans hommage féodal, Calais, le Ponthieu, le comté de Guînes, l'Aquitaine, le Poitou, la Saintonge, le Limousin et le Périgord. En échange, Édouard III renonce à revendiquer le trône de France. Le traité est ratifié le 24 octobre 1360 à Calais par Jean II et Édouard III en personne. Mais une clause secrète permet au dauphin Charles de retarder indéfiniment l'application complète du texte. Cette astuce juridique, insérée par les conseillers français, donnera au futur Charles V 20 ans pour reconquérir les territoires perdus. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est la rançon. 3 millions d'écus représentent une somme tellement colossale que personne ne sait vraiment comment la réunir.
Pour payer la rançon de 3 millions d'écus d'or, Jean II doit trouver 600 000 écus avant le 1er novembre 1359 pour obtenir une libération anticipée. Le royaume est déjà exsangue. La peste a tué un tiers de la population, réduisant drastiquement la base fiscale. Les récoltes ont été mauvaises pendant plusieurs années. Les paysans n'ont plus rien à donner. Les villes sont appauvries par la guerre. Pourtant, il faut trouver l'argent. Sur le chemin du retour en France, Jean II s'arrête à Compiègne le 5 décembre 1360. Il y prend 3 ordonnances qui vont transformer la vie des Français pour les 20 années à venir. La première crée une nouvelle monnaie, le franc. Ce n'est pas une simple réforme monétaire, c'est une révolution. Le franc à cheval, comme on l'appelle, est une pièce d'or de haute qualité métallique qui représente le roi Jean à cheval, vêtu d'une armure. Le nom franc vient du latin francorum rex, signifiant roi des francs, mais aussi du fait que cette monnaie est créée pour libérer, affranchir le roi. La création du franc vise à restaurer la confiance dans la monnaie française après des décennies de dévaluation. Mais elle a un coût. Pour fabriquer ces pièces d'or de qualité, il faut acheter de l'or sur les marchés internationaux, ce qui coûte encore plus cher. Le franc n'est pas destiné à la circulation quotidienne, mais au paiement de la rançon. Les Français ordinaires continuent d'utiliser les vieilles pièces dévaluées pour leurs transactions. La deuxième ordonnance impose une taxe sur chaque feu, c'est-à-dire chaque foyer. Cette taxe, appelée le fouage, touche tout le monde sans exception. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, noble ou paysan, vous devez payer. Le montant varie selon les régions, mais représente souvent plusieurs semaines de revenus pour une famille paysanne. Des milliers de familles se retrouvent dans l'impossibilité de payer et doivent vendre leurs derniers biens, leurs outils, parfois même leurs enfants comme serviteurs pour réunir la somme. La troisième ordonnance relève considérablement le tarif de la gabelle, la taxe sur le sel. Le sel est indispensable à la conservation de la viande et du poisson. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. En augmentant drastiquement son prix, le roi touche directement le quotidien de chaque famille. La gabelle devient l'impôt le plus détesté de France, celui qui provoquera des révoltes pendant des siècles. Mais en 1360, Jean II n'a pas le choix. Il doit trouver l'argent, peu importe les conséquences. Malgré ses efforts désespérés, seuls 400 000 écus sont récoltés dans les 4 mois impartis. C'est insuffisant. Jean II obtient un délai supplémentaire, mais doit laisser en otage en Angleterre ses 2 fils cadets, Louis d'Anjou et Jean de Berry, ainsi que son frère Philippe d'Orléans. Ces otages vivent aussi dans des conditions confortables, mais ils sont des garanties vivantes que la France paiera. S'ils tentent de s'échapper, le traité sera considéré comme rompu et la France devra recommencer à zéro. Le roi rentre finalement à Paris en juillet 1360. Son accueil est mitigé. Certains le voient comme un héros qui a refusé de fuir à Poitiers. D'autres le méprisent comme un incompétent qui a perdu la bataille et la moitié du royaume. Sa joie est indécente pour un souverain qui vient de perdre le quart de son royaume, note un chroniqueur italien. Jean II semble déconnecté de la réalité. Il organise des fêtes somptueuses à la cour pendant que le peuple crève de faim pour payer sa rançon. La pression fiscale devient insupportable. Aux bourgeois de Reims qui se plaignent de ne pas pouvoir payer, le roi suggère « Engagez vos joyaux, ceux de vos femmes et des riches veuves, empruntez de l'argent à Metz ou ailleurs, et pour cela donnez des otages. » Cette réponse montre à quel point Jean II est détaché de la souffrance de son peuple. Il exige même que les provinces cédées aux Anglais par le traité contribuent au paiement de sa rançon. Ces régions doivent donc payer pour la libération d'un roi qui ne sera plus le leur, une absurdité qui provoque leur rage. Le pape Innocent VI, un Français d'Avignon, tente d'aider en autorisant la levée de décimes sur le clergé. Les abbayes et les monastères doivent contribuer au paiement de la rançon. L'abbaye de Vaucelles, par exemple, se voit imposer une contribution qu'elle juge ruineuse. Elle envoie une délégation à l'évêque de Cambrai pour demander une dispense, produisant un compte prévisionnel qui montre que payer sa part mettrait l'abbaye en faillite. Ces plaintes sont ignorées. Tout le monde doit payer, même ceux qui n'ont rien. Les villes organisent des collectes forcées. À Paris, les marchands doivent donner une partie de leurs profits. Les artisans sont taxés sur leur production. Les nobles sont sommés de contribuer selon leurs revenus. Mais personne ne contribue de bon cœur. Chacun cherche à échapper à l'impôt
à cacher ses richesses, à sous-évaluer ses biens. Les collecteurs d'impôts deviennent les hommes les plus détestés du royaume. Certains sont attaqués, battus, parfois tués par des foules en colère. Au final, la France ne paiera jamais la totalité de la rançon. À la mort de Jean II en 1364, à peine un tiers des 3 millions d'écus ont été versés. Les paiements continueront sporadiquement pendant des années, mais l'Angleterre ne recevra jamais le montant complet. Pourtant, le mal est fait. La pression fiscale a ruiné le royaume, appauvri le peuple, détruit l'économie. Pendant que Jean II négocie confortablement depuis sa prison de Londres, la France sombre dans l'anarchie. Le dauphin Charles, qui n'a que 18 ans quand son père est capturé, se retrouve à la tête d'un royaume en pleine désintégration. Il porte le titre de lieutenant du royaume, mais ne dispose d'aucun pouvoir réel. Les nobles ne le respectent pas, le peuple le méprise comme le fils d'un roi lâche, et les bourgeois de Paris tentent de le mettre sous tutelle. Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, profite du vide du pouvoir pour imposer ses conditions. Dès décembre 1355, avant même Poitiers, il a obtenu du roi Jean le droit pour les États généraux de surveiller l'emploi des subsides votés. Après la capture du roi, il va beaucoup plus loin. Le 22 février 1358, il investit le palais du Dauphin à la tête d'une foule d'émeutiers. Il pénètre dans la chambre de Charles, massacre sous ses yeux 2 de ses conseillers, les maréchaux de Clermont et de Champagne, aspergeant le Dauphin de leur sang. Puis il oblige Charles à revêtir le chaperon rouge et bleu de la bourgeoisie parisienne, le symbole de la soumission au pouvoir des marchands. Le Dauphin devient le prisonnier des bourgeois. Il doit gouverner avec un conseil comprenant Étienne Marcel. Cette humiliation est insupportable pour un prince royal. Charles parvient à s'échapper de Paris et se réfugie à Compiègne où la noblesse se rallie à lui. Il fait condamner solennellement Étienne Marcel par les députés et s'empare des forteresses de Montero-Foltionne et de Meaux, bloquant l'accès de Paris par l'Est. Étienne Marcel, dos au mur, cherche des alliés. Il libère Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui était emprisonné depuis qu'il avait fait assassiner Charles de la Cerda, le favori de Jean II. Charles le Mauvais, petit-fils de Louis X de France par sa mère, se considère comme un prétendant légitime au trône de France. Il a autant de droits dynastiques que Jean II lui-même, peut-être même plus. Beaucoup de Français le voient comme plus apte à combattre les Anglais que le dauphin Charles qui a fui le champ de bataille de Poitiers. Mais Étienne Marcel commet une erreur fatale en s'alliant avec les paysans révoltés. En mai 1358 éclate la Grande Jacquerie, le plus grand soulèvement paysan du Moyen-Âge français. Les causes sont multiples, mais toutes remontent à Poitiers et à ses conséquences. Les paysans ne supportent plus que les nobles, qui ont lâchement fui devant les Anglais, leur extorquent maintenant de nouvelles taxes pour payer la rançon du roi. Ils refusent de financer la libération d'un souverain qui les a trahis. La pression fiscale, les exactions des grandes compagnies, les pillages constants ont rendu leur vie insupportable. Le 21 mai 1358, une centaine de paysans du Beauvaisis s'attaquent aux maisons de gentilshommes. Ils tuent 9 nobles à Saint-Leu-des-Serrans, puis brûlent leur château. La révolte se propage comme un feu de paille. En quelques jours, des milliers de paysans prennent les armes. Ils ne sont pas des miséreux, au contraire, ce sont des paysans aisés de l'Île-de-France, l'une des régions les plus riches d'Europe. Leur rage vient précisément du fait qu'ils avaient quelque chose à perdre et que la noblesse le leur arrache. Guillaume Carle, un ancien soldat du village de Mello près de Senlis, prend la tête du mouvement. Il tente d'organiser cette armée paysanne en force militaire crédible. Plusieurs milliers d'hommes se rassemblent sous son commandement. Ils arborent les chaperons rouges et bleus d'Étienne Marcel, montrant leur ralliement à la cause parisienne. Le prévôt des marchands voit en eux une force de frappe utile contre les nobles qui bloquent le ravitaillement de Paris. Il envoie des contingents de miliciens parisiens pour les épauler. L'alliance entre la ville et la campagne terrifie les puissants. C'est exactement le scénario cauchemar de toute aristocratie, que les pauvres des villes et des campagnes unissent leurs forces. Le 9 juin 1358, les Jacques assiègent la forteresse de Meaux, où se sont réfugiées plusieurs dames de la noblesse, dont la duchesse de Normandie, épouse du dauphin Charles. Une prise de cette forteresse aurait donné aux révoltés des otages de très haute valeur. Mais les portes s'ouvrent soudain, et une charge de cavalerie, menée par le comte de Foix Gaston Phébus et Jean de Grailly, captal de Buch, balaye les assaillants.
Le lendemain, 10 juin, Charles le Mauvais écrase l'armée de Guillaume Carle à Mello. Le roi de Navarre a changé de camp. Étienne Marcel lui avait promis son soutien pour accéder au trône, mais Charles le Mauvais comprend qu'il ne peut y arriver qu'avec l'appui de la noblesse qu'il vient de mener à la victoire contre les Jacques. Guillaume Carle, venu négocier sous promesse d'une trêve, est capturé par traîtrise, supplicié et décapité. C'est un massacre. Les nobles tuent tous les paysans qu'ils trouvent, hommes, femmes, enfants. Plus de 20 000 personnes sont massacrées en 2 semaines. C'est une contre-jacquerie d'une violence qui marquera les esprits pendant des siècles. Étienne Marcel, abandonné par Charles le Mauvais et par ses propres partisans, qui le jugent responsable du bain de sang, est assassiné dans la nuit du 30 et 1 juillet 1358 par Jean Maillard et d'autres bourgeois parisiens. Le lendemain, le dauphin Charles entre triomphalement dans Paris. À 19 ans, il a sauvé la monarchie française du chaos le plus total. Mais le royaume reste profondément blessé. Si la jacquerie et la révolte d'Étienne Marcel sont des crises aiguës mais brèves, les grandes compagnies représentent une plaie chronique qui suppure pendant des décennies. Ces bandes de mercenaires sont le produit direct de la guerre de 100 ans et de la bataille de Poitiers. Quand les trêves sont signées, des milliers de combattants se retrouvent au chômage. Ces hommes, anglais, gascons, français, allemands, espagnols, ont passé des années à vivre de la guerre. Ils ne savent rien faire d'autre que tuer et piller. Après le traité de Bretigny en 1360, ces mercenaires se regroupent en compagnies, bien organisées avec des chefs, des règles internes, des stratégies. Ce ne sont pas des bandits désorganisés, mais de véritables armées privées. Elles comptent parfois plusieurs milliers d'hommes, cavaliers et fantassins. Elles possèdent leur propre artillerie, leurs propres forgerons, leurs propres cuisiniers. Ce sont des machines de guerre autonomes qui n'ont plus besoin d'un roi ou d'un prince pour les financer. Leur mode opératoire est simple et dévastateur. Elles s'installent dans un château abandonné ou s'emparent d'une forteresse par surprise. De là, elles contrôlent une région entière qu'elles mettent en coupe réglée. Les villages doivent payer un tribut hebdomadaire pour ne pas être pillés. Les villes doivent verser des sommes énormes pour éviter d'être attaquées. Ceux qui refusent ou ne peuvent pas payer sont attaqués sans pitié. Les grandes compagnies violent, torturent, tuent. Elles brûlent les récoltes, massacrent le bétail, détruisent les moulins et les ponts. De 1360 à 1390, la France vit sous la terreur de ces bandes. Aucune région n'est épargnée. Les paysans ne peuvent plus cultiver leurs champs sans risquer d'être attaqués. Les marchands n'osent plus voyager. Les villes se fortifient désespérément, construisant des remparts, creusant des fossés, organisant des milices. Mais souvent, cela ne suffit pas. Les grandes compagnies sont des professionnels de la guerre, formés aux meilleures techniques de siège et d'assaut. Durant l'hiver 1360, une de ces compagnies tente même de marcher sur Avignon pour intercepter la rançon du roi Jean que le pape doit transférer en Angleterre. Des milliers de mercenaires se rassemblent près de Pont-Saint-Esprit. Une armée royale est envoyée pour les chasser, mais elle est battue par ces brigands. L'humiliation est totale. Le royaume de France ne peut même plus protéger son propre argent contre des bandes de criminels. Le pape Innocent VI excommunie les chefs des grandes compagnies. Cette arme spirituelle, qui aurait terrifié les gens au siècle précédent, ne fait plus aucun effet. Les mercenaires se moquent de l'excommunication. Ils ont vu trop d'horreurs, commis trop de crimes pour craindre encore l'enfer. Certains affichent même leur excommunication comme un titre de gloire. Plus le pape les maudit, plus ils sont redoutés, et donc plus ils peuvent exiger d'argent. Jean II lui-même, sur le chemin du retour de Londres vers Paris, doit négocier avec ces bandits pour traverser son propre royaume. Pétrarque, le grand poète italien, s'indigne dans une lettre. Chose lamentable et vraiment honteuse. Le roi lui-même, au retour de sa captivité, a trouvé des empêchements pour rentrer dans sa capitale ainsi que son fils. Il a été forcé de traiter avec ses brigands pour voyager plus sûrement à travers ses possessions. Un roi de France qui doit payer des péages aux bandits dans son propre royaume, voilà où la défaite de Poitiers a conduit le pays. Les grandes compagnies n'ont aucune loyauté nationale. Elles servent celui qui paie le plus. Un jour, elles combattent pour la France, le lendemain pour l'Angleterre,
le surlendemain pour un duc ou un comte qui veut régler ses comptes avec son voisin. Quand personne ne les paie, elle se paie elle-même sur le dos de la population. C'est une forme de racket à l'échelle nationale. Le futur Charles V tentera de résoudre ce problème en confiant au connétable Bertrand du Guesclin la mission de rassembler ces bandes et de les emmener en Espagne sous prétexte de combattre les Maures. L'idée est brillante, se débarrasser des mercenaires en les occupant ailleurs. En 1365, du Guesclin part effectivement pour l'Espagne avec des milliers de routiers. Mais dès qu'ils reviennent, le pillage recommence. Les villes et les bourgs se sont fortifiés entre-temps et peuvent mieux résister, mais les campagnes continuent de souffrir. Le coût humain et économique des grandes compagnies est impossible à chiffrer avec précision, mais il se compte certainement en dizaines de milliers de morts et en millions d'écus de dégâts. Des régions entières se dépeuplent, des villages sont abandonnés, des terres cultivées retournent à la friche. L'économie française, déjà affaiblie par la peste et la guerre, subit un coût supplémentaire dont elle mettra des décennies à se remettre. Et tout cela découle directement de Poitiers et de la capture de Jean II. En 1363, 3 ans après sa libération, Jean II prend une décision qui stupéfie tout le monde. Son fils Louis d'Anjou, laissé en otage en Angleterre, s'évade pour retrouver sa nouvelle épouse. Cette évasion viole le traité de Brétigny et pourrait annuler tous les accords. Jean II décide alors de retourner volontairement à Londres en janvier 1364 pour remplacer son fils. Il déclare « Si la bonne foi était bannie de la terre, elle devrait trouver asile dans le cœur des rois. » Cette décision cache plusieurs réalités. Jean II est malheureux en France. Il supporte mal l'hostilité de son fils Charles, qui lui reproche les traités désastreux signés depuis sa prison. Il déteste gérer un royaume en crise qu'il ne comprend pas. C'est un chevalier, pas un administrateur. La vie à la cour anglaise, entourée de nobles partageant ses valeurs chevaleresques, lui manque probablement. Certains historiens pensent aussi qu'il voulait négocier une croisade pour réconcilier France et Angleterre, un rêve irréaliste que personne ne partageait. Jean II retourne donc à Londres, mais cette fois dans des conditions moins agréables. Sa santé se dégrade rapidement. Le 8 avril 1364, à 45 ans, il meurt dans sa prison londonienne, probablement de dysenterie. La réaction en France est mitigée. Certains pleurent le roi chevalier fidèle à sa parole, d'autres se sentent soulagés qu'un souverain incompétent disparaisse. Charles V, son fils, monte sur le trône à 26 ans et régnera jusqu'en 1380, reconquérant patiemment les territoires perdus. Jean II laisse un héritage contradictoire. Son surnom « Le Bon » signifie « brave » en vieux français, mérité par son courage à Poitiers. Mais cette bravoure individuelle s'accompagnait d'une incompétence totale à gouverner. Excellent chevalier, roi désastreux. Il a perdu la bataille par mauvaise tactique, signé des traités catastrophiques par impatience, ruiné l'économie pour payer sa rançon et finalement est mort en prison par un sens de l'honneur mal placé. Les conséquences de la rançon ne s'arrêtent pas avec la mort du roi. Elles s'étendent sur 20 ans, voire davantage. Les impôts exceptionnels, créés pour payer les 3 millions d'écus, deviennent permanents. La gabelle, censée être temporaire, reste en place jusqu'à la Révolution française en 1789. Le fouage se transforme en taille, écrasant les paysans pendant des siècles. Les Français découvrent une vérité amère. Les impôts, une fois établis, ne disparaissent jamais. Le roi a toujours besoin d'argent pour reconquérir les territoires, payer les grandes compagnies, reconstruire les fortifications. La population qui s'était saignée pour libérer son roi se retrouve prisonnière d'une fiscalité permanente qu'elle n'avait jamais imaginée. Le franc, présenté comme solution de stabilisation monétaire, n'empêche pas les dévaluations ultérieures. Le peuple perd confiance dans la monnaie royale. Les transactions se font de plus en plus en nature ou en devises étrangères. L'économie monétaire française ne s'en remet pas avant plusieurs générations. Les provinces cédées aux Anglais vivent un cauchemar. Elles ont payé pour la rançon d'un roi qui les a ensuite abandonnées. Certaines villes refusent la domination anglaise et sont assiégées, leurs habitants massacrés ou vendus comme esclaves. Les familles qui avaient tout donné pour la rançon ne récupèrent jamais leur mise. Des lignées nobles s'éteignent, ruinées. Des abbayes prospères ferment. Des villes déclinent, vidées de leurs habitants.
La démographie continue de chuter malgré la fin de la peste. La fiscalité écrasante, les pillages des grandes compagnies, la malnutrition et les épidémies créent une spirale mortelle. La population ne remontera que dans la seconde moitié du XVe siècle, presque un siècle après Poitiers. L'agriculture française s'effondre. Les paysans abandonnent leurs terres, incapables de payer simultanément les impôts royaux, les rentes seigneuriales et les tributs aux brigands. Des régions entières retournent à la forêt. Des villages disparaissent complètement. Les voyageurs du XVe siècle traversent des paysages désolés, où seules des ruines témoignent d'une vie passée. Le commerce s'écroule également. Les routes ne sont plus sûres, les brigands attaquent les convois, les péages se multiplient, les foires perdent leur attractivité. Les marchands italiens et flamands évitent la France. L'économie française, jadis l'une des plus dynamiques d'Europe, devient un repoussoir. Sur le plan psychologique, Poitiers brise quelque chose de fondamental dans la société française. Le pacte féodal supposait que les nobles protègent le peuple en échange de son travail. Mais les nobles ont fui à Poitiers, trahissant leurs devoirs. Ce pacte est rompu. Le peuple ne respecte plus la noblesse. Cette fracture sociale ne guérira jamais. Elle ressurgira lors des guerres de religion, puis en 1789. Quand on additionne tous les coûts, le chiffre est vertigineux. La rançon représente 12 tonnes et demie d'or pur, soit plus d'1 milliard d'euros actuels. Mais ce n'est que la partie visible. Les impôts prélevés sur 20 ans ont représenté 2 ou 3 fois ce montant. Les dégâts des grandes compagnies sont incalculables. Les pertes agricoles, la destruction de richesses, les vies perdues se chiffrent en centaines de millions d'écus. Les territoires cédés représentent un quart du royaume. Les régions les plus riches, la Guyenne avec ses vignobles, le Poitou avec ses ports, la Saintonge avec son sel. Il faudra 40 ans de guerre pour les reconquérir. Sur le plan humain, impossible de compter les morts. La Grande Jacquerie fait au moins 20 000 victimes. Les grandes compagnies en tuent des dizaines de milliers. Les famines en tuent des centaines de milliers. Au total, entre 1356 et 1380, la France perd peut-être un quart de sa population qui avait déjà survécu à la peste. Jean II entre dans l'histoire comme l'incarnation du chevalier médiéval inadapté au monde qui émerge. Un monde où la guerre se gagne par la tactique, pas par les charges glorieuses. Un monde où gouverner exige prudence et habileté politique, pas seulement du courage. Charles V tirera toutes les leçons de ses échecs, réparant la plupart des dégâts en 20 ans de règne. Mais Charles V ne peut pas effacer les 20 ans de souffrance. Ces 20 années où le peuple français a payé le prix de l'incompétence d'un seul homme. La bataille de Poitiers n'a duré qu'une journée, mais les conséquences ont bouleversé toute une génération. L'héritage de Jean II le Bon, c'est avoir montré que le courage individuel ne suffit pas à faire un grand roi, que les vertus chevaleresques ne remplacent pas la compétence politique, et surtout que les erreurs d'un seul homme, quand il est roi, peuvent ruiner la vie de millions de personnes pendant une génération entière. La rançon de Jean II n'est pas une anecdote historique, c'est l'histoire d'une France qui a failli disparaître sous le poids d'une dette qu'elle n'aurait jamais dû avoir à payer.